Alors, Francette Rosamond, je suis éditrice d'un magazine économique depuis une vingtaine d'années qui s'appelle Interentreprise. Et il se trouve que dans notre numéro d'avril, en vente en ce moment, nous avons effectivement regardé la révolution digitale qui est en train de bouleverser la chaîne logistique aussi bien chez les chargeurs, donc les entreprises, jusqu'au client final, avec la douane au milieu, qui donne un peu le là, vu qu'elle a annoncé que d'ici 2020, peut-être 22, elle ne voudra plus aucun papier. Alors, quand vous savez que des opérateurs comme La Poste, qui quand même font beaucoup de fret, sont encore au papier, vous voyez un peu la révolution qui se prépare. Donc, je ne vais pas être plus longue. Ce que je vous propose comme déroulé de cet instant d'échange, c'est qu'effectivement, Monsieur Dutheil nous cadre un peu ce qu'est devenu la douane, parce que ce n'est plus notre douane d'antan. Maintenant, on connaît plus les douaniers. Voilà, on est face à son ordinateur, donc il va nous raconter ça. Ensuite, nous aurons des opérateurs, aussi bien transitaires en la personne de Monsieur Langoz, qui va nous raconter quelle est la révolution qui a produit chez lui, Monsieur Rosemin, et puis Monsieur de la FTPE, Monsieur Negoué, merci d'être là. Je vous ai espéré en me disant il ne viendra pas, il est là, et qui va nous expliquer qu'est-ce qu'attendent les TPE, vu que nous sommes principalement des TPE aux Antilles-Guyane. Qu'est-ce que nous attendons d'un opérateur tel que la douane, mais aussi d'une organisation plus générale de logistique, de manière à ce que nous ayons la capacité de sortir. J'écoute avec beaucoup d'intérêt les intervenants, et puis je vois qu'il y a beaucoup de jeunes. Donc effectivement, il faut se tourner de manière volontariste vers ces métiers, mais il faut aussi comprendre qui nous sommes en termes d'entrepreneurs. Donc je vous laisse la parole en premier, Monsieur Dutheil. Merci beaucoup. Alors, j'ai longuement hésité avant de commencer par introduire mon propos en disant, alors je représente le vilain petit canard, c'est-à-dire l'empêcheur de tourner en rond, celui qui bloque les marchandises et qui embête tout le monde du commerce. Ça, c'était la première introduction. Et la deuxième en disant, je vous confirme que c'est absolument le rôle de la douane. Mais non, bien sûr que non. En tout cas, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui, même si le rôle de lutte, de régulation des échanges est une des missions premières de l'administration des douanes, qui est la gardienne de la frontière. Alors la frontière, elle est matérielle, elle est maintenant plus virtuelle que matérielle, mais elle existe toujours. Et qu'effectivement, la douane est dans l'obligation d'exercer un certain nombre de missions en termes de protection. Mais c'est pas le propos. Le propos, et je vais rebondir sur ce que vous disiez, sur on connaît plus les douaniers, ou les douaniers ne connaissent plus les opérateurs économiques, mais tout ça se passe derrière un écran. Alors non. Alors je sais pas si on les connaît plus. Moi j'ai plutôt l'impression qu'on les connaît de mieux en mieux. En fait, peut-être que on a effectivement depuis ces dernières années axé la relation sur moins une relation telle qu'elle se passait dans les temps immémoriaux de la douane, avec du papier, avec des gens qui décidaient de tout. En tout cas, on ne savait pas trop comment ça se passe. Les processus de décision étaient pris sur ce qu'il advenait de mon opération. Là, on est vraiment dans une situation où la relation avec les opérateurs, c'est une relation en anticipation. C'est-à-dire, globalement, c'est ce que font tous les douaniers lorsqu'ils prennent leur fonction. Et notamment dans la fonction de conseil économique, c'est d'aller voir les entreprises, de faire cette démarche et de comprendre les besoins des entreprises. Alors les besoins, ils sont multiples et parfois on a du mal à les formaliser, et y compris au sein même de l'administration. C'est globalement comment peut-on aider au mieux un opérateur dans ça, on parlait de stratégie tout à l'heure, dans sa stratégie commerciale ou dans ses choix économiques. Et ça a effectivement créé un nouveau mode de relation qui n'existait pas ou qui existait moins par le passé et qui se développe de plus en plus, parce que en Martinique, par exemple, pour la direction des douanes de Martinique, il y a un pôle d'action économique avec une dizaine d'agents qui travaillent au service des entreprises, et ce, quotidiennement. Ça, c'est le premier point. Donc effectivement, on a un mode de relation qui a changé. Alors, je dis pas, quand je dis ça, que le mode de relation, parce que c'est ce que vous allez, sans doute, certains d'entre vous me dire, que le mode de relation traditionnel n'est pas totalement disparu. Voilà, pour parler de manière plus imagée. Mais ça renvoie aussi au changement
à l'évolution des structures, au changement de process et globalement à la conduite du changement. On en parlait à la pause méridienne. Deuxième point sur lequel je voudrais aussi m'attarder 2 secondes, celui de l'ordinateur, enfin celui de la numérisation ou de la digitalisation ou de la dématérialisation. C'est vrai qu'on est en train de passer, de vivre une vraie révolution culturelle. On est en train de passer du papier, et c'est très bien pour la planète, à quelque chose qui se fait de manière dématérialisée. Et dématérialisé, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire uniquement que d'avoir des ordinateurs et de travailler devant des écrans. Ça veut dire travailler sur des données. Ça renvoie à la relation que nous avons avec les opérateurs économiques, avec le secteur marchand, qui est de dire maintenant le métier de douanier il ne se situe plus uniquement que sur la marchandise, et donc l'empêcheur de tourner en rond, ce que je disais en introduction, mais il se situe essentiellement sur l'étude de la data, l'étude des data, l'étude des données, qui permet à la fois d'orienter au mieux l'action de la douane dans sa mission de conseil et d'adapter au mieux l'action de la douane dans sa mission de contrôle. Et ça change aussi pas mal de choses parce que effectivement cette relation, pour le coup, là, est plus distendue qu'elle n'existait auparavant. Mais je dirais que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça permet de se concentrer plus sur l'opération que sur l'opérateur, j'allais dire, quelque part, et que ça renvoie à une objectivation du travail de la douane par rapport à ces différentes situations qui sont rencontrées au quotidien par l'ensemble des bureaux. Alors, avant de passer la parole à votre voisin, j'aurais voulu quand même que vous donniez les grandes étapes de cette mutation, parce que j'ai parlé de 2020 voire 2022, vu qu'il faut être prudent sur les dates, mais on est dans un processus dans lequel vous entraînez l'ensemble des opérateurs des places. Est-ce que vous pouvez nous le décrire? Alors là, c'est la poule et l'œuf. Est-ce que la douane accompagne ou suit le processus de dématérialisation globale, que vous êtes volontariste. Ou est-ce que la douane l'initie? Ça, c'est une très bonne question. Alors, je pense que il faudrait peut-être pour le moment 1 semaine pour répondre à tout ça. Voilà. Non, en fait, effectivement, on est dans un processus de modernisation, mais c'est normal, parce que les organisations évoluent et mutent, et la douane comme les autres organisations. Et on va vers quelque chose qui est moderne, tout simplement. Et donc l'informatisation, la dématérialisation, c'est le quotidien. Et je parle pour les jeunes. Moi, je suis un vieux, 30 ans que je suis rentré en douane. Mais vous qui allez rentrer dans la vie publique, dans la vie active, pas forcément publique, mais privée, en tout cas dans la vie active, ces concepts de digitalisation et de dématérialisation et de numérisation, pour vous, c'est la vie quotidien. Donc oui, ça c'est quelque chose qui me paraît tomber sous le sens. Alors pour le coup, est-ce que c'est nouveau ou pas? J'ai tendance à penser que c'est pas nouveau, mais qu'en revanche, on l'étend et on l'accélère. Parce que ça répond à un besoin aussi des opérateurs. Et là, ça renvoie à la poule et l'œuf. C'est vrai qu'on a pu être initiateur en ce nombre de choses en termes de processus de dématérialisation ou dédouanement en ligne, tout simplement, qui est une vraie révolution. On a conçu un outil dans les années 70 qui s'appelait Tofi, qui était le premier essai d'informatisation du dédouanement. Et simplement, on a ensuite basculé sur quelque chose qui était quand même beaucoup plus moderne et qui répondait aux canons techniques du 21e siècle et qu'on a appelé Delta, voilà, et qu'on décline par briques maintenant pour les différents types de dédouanement, appelons ça comme ça. En revanche, l'initiation ou le suivi, l'accompagnement, ça c'est un vrai sujet et c'est un sujet structurant pour nous. C'est que la douane ne s'est plus considérée, si tant est qu'elle se soit considérée comme telle un jour, comme étant un îlot au milieu du commerce international, mais qu'elle se soit intégrée dans ce que vous appelez supply chain, l'ensemble de la chaîne logistique, au même titre que les chargeurs, au même titre que les professions portuaires, au même titre que les gestionnaires de sites. Et tout ça, ça a amené effectivement à créer un certain nombre d'outils qui sont assez novateurs, qu'on appelle les les Cargo Community Systems, CCS, qu'ont développé. On a 2 champions français qui sont même des champions internationaux, qui sont français, ça c'est très bien. Un Marseillais et un Havrais, donc MGI à Marseille et Sogjet au Havre, qui ont développé des outils. En plus, ils ont eu la bonne idée de s'associer pour développer ces outils. Et ce sont maintenant des leaders sur le marché mondial de la logistique portuaire ou aéroportuaire, en tout cas portuaire. Et ça, le fait de mettre la douane
dans l'ensemble de la chaîne, ça a permis de rebondir non seulement sur quel système on va prendre ou quelle technologie on va prendre, mais tout simplement de prendre en compte les besoins. Et ces besoins-là, on les voit à travers ce qu'on appelle le guichet unique. C'est-à-dire globalement, c'est comment dans la chaîne logistique informatisée et le traitement des données, on va y mettre des prescriptions administratives ou étatiques. Alors, globalement, un certificat sanitaire, phytosanitaire, une déclaration d'échange de biens pour les biens à double usage, etc., etc., etc. Ça, probablement, c'est quelque chose qui est assez nouveau, c'est-à-dire qu'en fait, on intègre des besoins, ou plutôt des exigences administratives à une chaîne qui, au départ, a été conçue pour traiter de la logistique. Et ça, oui, on l'accompagne complètement, on la précède et on sort d'un atelier sur la formation. Il se trouve que la douane, et ça a été cité, je remercie beaucoup les intervenants d'avoir cité l'administration des douanes, mais on est en partenariat avec un certain nombre d'universités, d'IUT, de facultés, qui travaillent sur les sujets logistiques, et non seulement sur de la formation générale, mais sur de la formation très très ciblée, très technique. Et quand on parle de big data, quand on parle de data mining, quand on parle d'intelligence artificielle, la douane est très 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 intégrée dans ces trois domaines et travaille en liaison avec des laboratoires de recherche, avec des universités sur l'intelligence artificielle, sur le big data ou sur le data mining. Merci Serge. Donc, qu'est-ce que tout ça donc gérant de Transmadom, un transitaire qui se fait plein de choses et n'hésite pas à aller dans la Caraïbe voir regarder ce qui se passe chez nous, ailleurs. Et donc, comment tout ça, toute cette évolution digitale, dématérialisation, etc., est perçue et impacte une activité comme celle de la douane, comme une activité à Transmadom? Je reprends la question qui n'a pas été claire. Comment la dématérialisation forcée, quelque part, même s'il ne nous le dit pas, mais il n'y a pas le choix, en tout cas faite par la douane, impacte une activité d'un transitaire qui, historiquement, a commencé avec d'autres pratiques. Une entreprise comme la mienne n'existerait pas aujourd'hui s'il n'y avait pas eu la dématérialisation. Et aujourd'hui, ça nous a permis de nous recentrer sur d'autres axes, parce qu'en fait, quand le système avant, c'était la paperasse, c'était la pile de documents qu'il fallait porter, il fallait que de leur côté ils puissent viser, travailler, traiter. Aujourd'hui, tout est fait de façon dématérialisée. Nous pouvons anticiper nos déclarations en douane avant l'arrivée du navire, et à la limite, le jour de l'arrivée du navire, on peut se partir à la plage et laisser un exécutant qui, à ce moment-là, une fois que les conteneurs soient vus à quai, font la commande de transport. Donc, on a pu aujourd'hui... Comment ? Donc aujourd'hui, l'anticipation nous permet de mieux travailler, de mieux préparer nos dossiers et de nous orienter vers d'autres axes. Aujourd'hui, je dirais que la simplification douanière, les certifications douanières nous imposent un label de qualité. Et aujourd'hui, enfin, pour ceux comme moi qui sont un peu sur le départ, c'est la relève qui fera la suite. Parce qu'effectivement, digitalisation et autres, ça veut dire qu'il y a de nouveaux métiers qui arrivent. Mais c'est vrai que les nouveaux métiers, aujourd'hui, toutes les réglementations internationales que nous avons quelquefois à remplir, elles sont en anglais. Donc, mesdames, messieurs les jeunes, je vous invite. Et c'est de l'anglais technique. Donc, vous avez un effort énorme à faire, mais c'est un très beau métier. C'est de l'international. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je ne plaisante pas en disant que la douane, non, on a un partenaire économique qui travaille, et on les voit que de façon accidentelle, Dieu merci. Et est-ce que Transmadom est opérateur économique agréé, c'est ça? Il faut que je me cache, Madame Pétéo va me regarder. Est-ce que vous l'êtes? Puis nous avons commencé, on a fait l'inscription, elle était caduque. Je me suis promis de recommencer puisque j'ai un jeune du DUT qui fait le DUT logistique, qui fait le stage chez nous. Et normalement, la semaine prochaine, comme je l'ai annoncé, on va refaire l'inscription, on va démarrer le processus. Parce que là aussi, ce processus, si nous passons par ce cap, à mon avis, on ne pourra pas exister. Aujourd'hui, la confiance que nous fera la douane, c'est que si nous sommes opérateurs économiques agréés, c'est énormément de facilité. Mais il faut faire au moins l'effort de cette démarche. Donc, le jeune que j'ai accepté, en fait, qui est d'ailleurs présent,
Nous allons démarrer d'ici la semaine prochaine pour obtenir ce label. Et qu'est-ce que ça a changé, cette dématérialisation, dans le travail des collaborateurs à Transmadom? Est-ce que, par exemple, il y a des postes qui ont dû évoluer, voire disparu? Alors, il y a des postes qui ont disparu, les commis en douane, commis en compagnie de maritime, parce que là aussi, les compagnies maritimes ont dématérialisé. On fait plus la queue pour échanger les débarquements. Aujourd'hui, on laisse un chèque de caution, on a un compte. Et quand le navire arrive, les compagnies nous donnent une autorisation de sortie automatique. Notre déclaration en douane, on la valide. Et il y a un BAS qui est sorti. Les postes ont évolué. On a d'ailleurs, il y a 2 mois, changé de logiciel. Les postes évoluent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ma volonté au niveau de Transmadom, c'est de nous tourner beaucoup plus sur l'international. Ce matin, il y avait des questions qui avaient été posées. Aujourd'hui, nous recevons quasiment chaque jour, et je suis un petit transitaire, des demandes, mais assez bizarres, comme des gens qui nous demandent de déplacer des flux du Lorrain, de la Dominique, ou je sais pas moi, de Sainte-Lucie, vers une destination comme Miami pour leur compte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le monde nous regarde, nous sommes dans un monde globalisé et il faut absolument que nous saisissions cette opportunité. Si on nous interroge, c'est que quelque part, ils pensent que nous pouvons avoir la solution. Je veux pour exemple que j'ai eu une demande pour déplacer une marchandise d'Italie, Fort-de-France, vers l'île de la Dominique. Et j'ai répondu instinctivement, c'est un message en anglais, bon c'est vrai que mon anglais n'est pas très correct, mais j'ai répondu rapidement en lui disant que de la Martinique à la Dominique c'était un petit peu plus difficile, et que je sais que la Guadeloupe c'était beaucoup plus facile. Bon, et mon collègue de Guadeloupe que j'avais mis en copie m'a répondu tout de suite, tu t'avances beaucoup, on le fait plus comme avant. Ça prouve qu'aujourd'hui les choses changent très vite, et le cluster GATT Caraïbes, à mon avis, va nous apporter la solution, parce qu'il va falloir qu'on saisisse toutes ces questions, toutes ces interrogations qui viennent de l'international. Parce que quand un Italien me demande à moi de prendre une palette au Havre pour l'emmener à Marseille, ça veut dire que les demandes fusent de partout et il faut pouvoir répondre et il faut trouver des solutions. Mais justement, je reviens vers monsieur de la douane. Il y a quand même quelque chose qui arrive là, c'est-à-dire que désormais, les marchandises pour la Martinique, par exemple, vont être à terme dédouanées n'importe où en Europe, avec... Oui, enfin, on a quand même gardé l'obligation d'établissement, hein, donc c'est un peu plus compliqué que ça. Mais peut-être pour rebondir sur ce que disait Serge sur ce qu'il faudrait pas, c'est que ça soit plus facile de décharger, enfin, d'acheminer de la marchandise, c'est le cas visiblement, d'acheminer de la marchandise de Gênes sur Fort-de-France que de Fort-de-France sur la Dominique. Ce serait dommage dans les stratégies qu'ont les entreprises ici, enfin stratégie, le mot peut-être un peu grand, mais en tout cas dans les choix économiques des entreprises, qui est de vraiment miser sur le marché caribéen. Le marché caribéen, c'est Venezuela, Miami, quoi, globalement. Hein. C'est 20 millions d'habitants, donc c'est extrêmement porteur. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point sur l'OA, enfin le statut d'opérateur économique agréé, dans l'ancien régime, c'était le code des douanes communautaires qui a pris fin en mai 2016. Il n'y avait pas vraiment d'avantage qualitatif, comparatif. En tout cas, on avait un peu de mal à le voir avec l'entrée en vigueur du code des douanes de l'Union au 1er janvier 2016, et on est dans la période transitoire, hein, qui va nous amener au 1er mai 2019. Il y a un vrai avantage comparatif par rapport à ça. Pour le statut d'opérateur économique agréé. Et c'est vrai qu'on a 14 entreprises de Martinique qui sont agréées, qui ont le statut. Nous, ce que nous souhaitons, enfin ce que les douanes françaises souhaitent, et c'est vraiment partagé par la communauté économique, c'est que ça se développe. Alors c'est un processus qui est un peu long, qui peut être parfois un peu contraignant, puisqu'on fait une revue des process totale, mais en même temps qui permet sur la zone, par le biais des accords de reconnaissance mutuelle, et on en a un avec les États-Unis, d'avoir les mêmes facilités que les opérateurs économiques agréés américains sur le sol américain. Donc on voit bien là qu'il y a une clé extrêmement intéressante en termes économiques, et il faut bien s'en saisir. Sur globalement deux chiffres peut-être qui permettront de mieux et à nos jeunes compatriotes de comprendre ce qui se passe sur la Martinique. Sur le port de Fort-de-France, et l'aéroport, on est sur à peu près plus de 90% d'importation. Donc on est vraiment, la Martinique est un territoire d'importation
essentiellement. Et sur ces 90% d'importation, on a un taux de dépendance vis-à-vis de l'Hexagone qui est à peu près entre 80 et 85%. Donc on voit bien que la marge qu'on a, il y a une marge extrêmement importante pour les entreprises ici à développer leur activité au sein du bassin, avec les formalités qui vont bien, et le statut de OAP en constitue une, pour faire baisser ce taux de dépendance et développer et pénétrer de nouveaux marchés extrêmement porteurs, qu'il s'agisse d'ailleurs des marchés à l'exportation, c'est évidemment la plus-value, ou voire même à l'importation, parce que derrière une importation, c'est pas uniquement l'importation qu'on doit considérer, mais on peut faire de la transformation derrière de l'importation, et ce qui veut dire de la main-d'œuvre. En fait, voilà, on crée de l'emploi, et ça renvoie à ce que nous disions à la table ronde précédente. Alors, Richard Osmin, PDG, gérant de CERTA. Alors, en quoi la douane facilite le business de CERTA? Déjà, qu'est-ce que fait CERTA et puis en quoi ça change pour vous cette dématérialisation? C'est juste une question, on peut le tenir bien haut. CERTA, c'est un bureau d'ingénierie. Donc, on est dématérialisé depuis très longtemps, puisqu'on fait nos études et nos transmissions de données aussi bien sur la Martinique que sur la Guadeloupe et sur l'Hexagone. Par contre, je suis aussi à la CPME, qui, elle, représente beaucoup d'entreprises qui sont obligées de passer par les transitaires pour pouvoir s'approvisionner, même avec des produits qui viennent de France, puisque nous sommes territoire d'exportation, tout en étant département intégré à la République, nous sommes territoire d'exportation. Ce qui n'est pas le cas de la Corse, qui, elle, est aussi dans des zones internationales et qui est en continuité territoriale. Donc, les entreprises chez nous sont obligées de passer par les transitaires, et nous avons un problème lié aussi à obligé, mais ça, c'est pas trop grave parce qu'on travaille bien avec les transitaires, ils sont formés. Par contre, nous avons un handicap structurel sur le plan de l'économie, c'est que la TVA nationale dans nos produits, nous la récupérons quand nous la vendons. Par contre, nous avons un handicap financier qui s'appelle l'octroi de mer, qui rentre dans le prix de revient de nos produits. Et si nous voulons faire de la transformation en Martinique, c'est-à-dire nous prenons des matériaux, nous faisons un produit avec de la valeur ajoutée, chaque matériau a son octroi de mer, que l'on récupère pas, à l'inverse de la TVA, et qu'ensuite rentre dans le prix de revient. Ce qui fait que, en dehors des charges sociales et des taxes, etc., nous avons un handicap financier qui s'appelle l'octroi de mer, pour lequel la douane est collecteur, mais c'est pas du tout elle qui est responsable. Elle ne fait que le travail de le récupérer pour le reverser aux collectivités. Donc, nous avons cet handicap structurel du développement de la Martinique, et cet handicap-là, on ne peut rien y faire parce que nos prix sont, comment dirais-je, obérés par ce truc-là. Alors, nos élus, compte tenu qu'il leur manque de l'argent, paraît-il, ont envisagé de mettre de l'octroi de mer sur les services qui vont passer par la dématérialisation. Comme l'octroi de mer, pour les jeunes, c'est un héritage de la royauté. La Révolution française a supprimé la gabelle, mais on a conservé quand même l'octroi de mer et la dématérialisation. Alors, Richard est en train de nous faire un cours magistral et malheureusement, aucun de nous ici présents n'est élu pour pouvoir porter ne serait-ce qu'un début de solution à cet octroi de mer qui... Je signale que tous les gens qui sont ici, ce sont des électeurs qui mettent en place des élus. Et si les électeurs qui mettent en place des élus comprennent l'importance économique de certaines choses, ça peut peut-être changer les choses. Parce que les élus ne sont pas des élus de droit divin, ce sont des élus qui sont mis en place par les électeurs. Donc l'information que l'on donne est très importante, elle est souvent masquée, puisque les bénéficiaires de ces revenus ne vont surtout pas cracher dessus. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire. Non, mais n'empêche que, est-ce qu'en tant que représentant de la CPME, c'est une problématique, c'est-à-dire celle de la logistique dans nos territoires et vers la Caraïbe. Vu que, comme l'a expliqué Monsieur Dutheil de la douane, nous sommes assez bien outillés pour, si nous voulons envoyer des choses vers la France, vers l'Europe, mais c'est un peu plus compliqué dans la Caraïbe. Est-ce que, au niveau de la CPME, c'est une des problématiques que vous avez pris à bras-le-corps, notamment en la mettant par rapport à notre particularité de très petite entreprise, par exemple? On en a parlé ce matin, c'est-à-dire que
L'organisation du transport transatlantique, il est fait, il est structuré, donc c'est pas très compliqué. Comme disait Serge, surtout en Guadeloupe, on importe pas mal de matériel d'Italie et ça se passe très bien. Mais c'est au niveau de la Caraïbe pour plusieurs raisons, mais c'est pas au niveau de la douane parce que c'est. Oui, mais est-ce qu'il y a des pistes de travail que vous êtes en train de... Les pistes de travail, nous sommes pas, nous, à notre niveau, on en a parlé ce matin, nous ne pouvons pas organiser les transports. Donc tu aurais dû être à la table ronde ce matin alors. Oui, voilà. Si tu me le dis encore une fois. Non, mais je vais le répéter. Si nous produisons quelque chose que nous voulons exporter, nous allons discuter avec les transporteurs, avec les transitaires. Nous allons surtout passer par les transitaires qui connaissent bien les supports de transport pour nous dire, il y a une opportunité de transport sur Saint-Domingue, sur Haïti, etc. Mais nous sommes un peu freinés parce que c'est pas très simple ni pour les personnes, ni pour le fret de circuler dans la Caraïbe. Alors Philippe Negoué, qui est le président de la Fédération des très petites entreprises Martinique, est-ce que même question, la problématique de la logistique pour les TPE adhérentes à votre organisation est un sujet sur lequel vous travaillez de manière à sensibiliser aussi bien les élus que les différents opérateurs comme la douane, par exemple. Alors, bonjour tout le monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons commencé plutôt à faire un état et à récolter les difficultés de nos TPE. Nous sommes aujourd'hui, je vais aller dans le sens de mon ami Richard. Effectivement, on parle de géographie cordiale, on parle de globalisation, mais les problématiques aujourd'hui sont réelles. 96% du tissu est composé de TPE. Aujourd'hui, on a interrogé une trentaine d'adhérents chez nous qui font l'import-export depuis 10 ans. Ils n'ont toujours pas compris la politique de taxation douanière, encore moins l'octroi de mer. C'est vrai, confiance à leur transitaire aujourd'hui, mais il y a une nécessité d'informer et de transparence concernant la politique de taxation. Je crois que c'est important. Alors, on va passer maintenant aux questions avec la salle. Est-ce que la première est toujours un peu compliquée, mais est-ce que quelqu'un aurait une question pour nos intervenants? Monsieur Dutheil est là, profitez. Il y a toujours beaucoup de choses à demander à la douane. Pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça? N'hésitez pas. Monsieur Langoz peut aussi vous parler de... Allez. Une question. Pourquoi ce ne serait pas envisageable de mettre en place des possibilités de paiement, notamment pour les très petites entreprises qui payent déjà souvent au comptant leurs fournisseurs, parce que nous sommes une zone, nous bénéficions pas forcément d'une bonne notoriété. Donc souvent les fournisseurs demandent à nos TPE d'avancer, de payer en comptant l'ensemble de la marchandise. Et quand ça arrive, il y a une deuxième pression qui est de payer aussi pour pouvoir sortir la marchandise. Et c'est vrai qu'on est sur un micro-marché, la concurrence est intense, l'accès au financement n'est pas simple, et nos TPE cumulent, j'ai envie de dire, toutes les difficultés aux Antilles. Et je crois qu'il faut être en recherche de solutions. Donc ma question est celle-là, peut-être qu'elle est utopique, je ne sais pas, mais y aurait-il moyen de mettre en place en tout cas des produits financiers ou de l'ingénierie financière pour pouvoir accompagner nos TPE qui se battent au quotidien et qui des fois deviennent presque folles ou fous tellement c'est compliqué aujourd'hui. Voilà. Monsieur Dutheil, je pense que cette question est complètement pour vous. Oui, tout à fait. Alors, elle n'est pas totalement utopique, la question, puisqu'elle est en partie réglée, enfin en tout cas prise en compte. Il y a un certain nombre d'outils qui ont été mis en place. Alors, on parlait du statut d'opérateur économique. Là, j'ai bien conscience je m'adresse aux très petites entreprises. Donc, effectivement, les réductions de cautionnement qui accompagnent le statut d'opérateur économique agréé, qui créent un vrai avantage pour en tout cas, un gain de trésorerie pour les entreprises, parce que ça permet de réduire les cautions. C'est important. Peut-être deux choses. Alors, le statut économique d'opérateur économique agréé, il n'est pas disponible. Enfin, en tout cas, il vise moins les très petites entreprises, mais en revanche, on a un certain nombre de transitaires et d'opérateurs, de commissionnaires en douane qui ont ce statut ici en Martinique. Et donc, on peut très bien, alors pour le coup, effectivement,
Vous disiez une obligation. Il n'y a pas d'obligation. Tout le monde peut dédouaner spontanément, enfin, ce qu'on appelle le dédouanement occasionnel. On pouvait aller au bureau de douane à l'Agora et dire voilà, j'importe telle marchandise et voilà, je veux régler moi-même l'opération. Donc il n'y a pas d'obligation de passer par un transitaire ou un commissionnaire en douane. En revanche, vous l'avez souligné, le fait de passer par un transitaire ou un commissionnaire en douane, ça quand même, en termes d'expertise, ça valide l'opération et ça évite de faire des erreurs. Et donc je ne saurais trop, mais pour le coup, l'administration est totalement neutre par rapport à ça. Mais on est dans le système un peu qu'on peut connaître avec des professions qui sont réglementées, puisque c'est le cas, puisqu'en termes de formation, les commissionnaires sont soumis à une obligation de formation pour leurs collaborateurs. Enfin, tout ça, c'est très, très, très encadré. On n'est pas dans la jungle douanière, pour le coup. Deuxième chose que nous avons mise en place, c'est ce qu'on appelle l'autoliquidation de la TVA. Alors c'est vrai que ça a moins d'impact que ça peut l'avoir dans l'Hexagone, puisqu'on a une TVA à 20%, globalement. Ici, on a 2 taux de TVA, un de 5 et 8,5. Malgré tout, le fait de pouvoir bénéficier de l'autoliquidation permet de ne pas payer la TVA, je ne parle pas de l'octroi de mer, de ne pas payer la TVA et de pouvoir ensuite la déclarer dans le cadre de son activité classique auprès de la direction des finances publiques. Donc là aussi, on peut avoir un gain de trésorerie qui est pas négligeable pour les entreprises. Pour ce qui est de l'octroi de mer, en revanche, on a intégré l'octroi de mer dans le calcul des cautions, c'est-à-dire des cautions pour les professionnels. En revanche, oui, effectivement, on est dans le cadre d'un paiement au comptant, j'allais dire. Si vous passez pas par un transitaire qui, lui, bénéficie d'un crédit d'enlèvement avec une imputation, il y a un paiement au comptant parce que, quelque part, et alors je sais pas pour le coup si c'est hérité de la royauté ou si de la République, mais la marchandise est gage du paiement des droits et des taxes qui est à faire. Donc tant que la marchandise n'est pas acquittée les droits, eh bien elle est censée ne pas bouger. Dans la réalité, c'est pas tout à fait ça quand même. Vous disiez, on a un circuit vert de délivrance des bons d'enlèvement qui font que effectivement on marie la réglementation douanière avec la réglementation comptable. Donc quelque part, on a pris en compte ce dimensionnement pour les établissements de taille moyenne dans ce qui est du paiement des droits, des taxes ou de l'octroi de mer. On n'est peut-être pas allé jusqu'au bout, mais ça peut aussi faire l'objet d'une remarque qu'on vient de terminer. Alors, je ne sais pas si ça a été cité dans le cadre des assises de l'outre-mer, qui est de dire mais comment mieux favoriser la compétitivité des entreprises, et notamment des très petites entreprises, peut-être en faisant baisser ou en tout cas en accordant un régime particulier. Mais vous l'avez bien dit, ça pour le coup, la douane n'en est que l'exécutant, en aucun cas la décisionnaire. Une question dans la salle? J'arrive jusqu'à vous. Alors, bonsoir. C'est vrai que, comme vous avez dit, les TPE de Martinique rencontrent beaucoup de difficultés et également c'est un micro-marché. Alors, pourquoi ces TPE ne se rassembleraient-elles pas afin de former de plus grandes entreprises? Parce que nous souffrons de l'insularité, mais surtout de l'isolement, parce que chaque personne fait ses affaires dans son coin, alors qu'on pourrait se rassembler et avoir plus de puissance économique. Et voilà, quoi. Monsieur Negoué, je pense que non. J'adore cette question. Nous n'avons pas pris le temps de présenter la FTPE. Nous t'avons entendu peut-être, nous avons anticipé ta proposition puisque nous avons monté la Fédération des très petites entreprises depuis janvier 2014 et nous avons passé la barre des 900 adhérents. Donc, le travail est en marche. Nous avons un cluster maintenant logistique. Donc, c'est vrai que dans nos îles, on aime parler. Le temps est venu de se mettre au travail et de construire. Et on a besoin des jeunes aussi, notamment la formation, pour pouvoir construire. Mais nous sommes en marche. Voilà. Alors, pour répondre à sa question de manière quand même un peu plus complète, Monsieur Negoué, il y a effectivement de plus en plus, enfin ça arrive au cerveau de nos gérants de TPE, des groupements d'employeurs qui se créent, des rapprochements qui se font, de manière à ce que justement, d'une part, les TPE puissent bénéficier des mêmes technologies que les grandes entreprises, parce qu'elles ne peuvent pas se payer chacune un responsable de logistique, un commercial trilingue, etc. Donc de plus en plus
Bon, on est à l'aube de l'histoire, mais enfin, elle commence à se dessiner. Et puis, il est exact que, pareil, les organisations commencent à se rendre compte que si nous voulons exister un temps soit peu, il faut que nous soyons plus forts. Et là, le mouvement est certes au niveau de chaque territoire, mais également au niveau des Antilles-Guyane. Et il y a un travail qui est demandé d'ailleurs par les douanes à Soget et puis à MGI, de enfin arrêter d'avoir des échanges de papier dans le dédouanement entre la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Donc, ce qui veut dire qu'on est en train de sortir d'un système quelque part volontariste de séparation de nos îles, de nos territoires, pour aller vers quelque chose qui nous donnera sans doute un peu plus de chance d'exister dans le commerce international, voire déjà dans le commerce caribéen. Donc, effectivement, on a besoin de vous, il faut pousser. Donc, ta question est merveilleuse. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'élus pour l'entendre, parce que quand c'est nous qui les disons, nous, TPE, ils ne nous entendent pas. Mais je pense que si ce sont des jeunes, ils vont comprendre qu'il est temps de se mettre au travail. En tout cas, merci infiniment pour ta question. Y en a-t-il une autre? Une autre question. Faut pas hésiter, ils sont là pour vous. Par exemple, Monsieur Langoz, est-ce qu'il peut nous expliquer ce qu'il attend d'un jeune qui se présente devant lui pour embrasser le métier de la logistique? Parce qu'il y a ce qu'on apprend à l'école qui est déjà bien, parce que si vous êtes là aussi nombreux, et je suis très contente, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont intéressés par ce métier d'avenir. Mais il y a l'attente en arrivant dans les entreprises. Quelle est la bonne posture pour intégrer aujourd'hui un métier tel que le vôtre? La première, je dirais qu'il serait souhaitable qu'il ait envie de me licencier. Me licencier? Qu'il prenne la place. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut être passionné. Si c'est une question, comme nous disons dans notre jargon, un besoin alimentaire, écoutez, restez chez vous, touchez le RMI, mais vous ne ferez pas. Dans la logistique, il faut être passionné. C'est un métier qui est excellent. Je ne sais pas si vous passez une bonne journée, mais il y a des gens ici qui sont prêts à vous donner tout leur savoir. Vous avez des enseignants, vous avez des gens qui se sont mobilisés, ont laissé leur boulot. La logistique internationale, parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez faire, nous déplaçons à la Martinique que des flux internationaux. C'est terminé, même avec la Guadeloupe, si vous voulez, on est rattaché, il n'y a pas c'est dématérialisé. Donc aujourd'hui, vous avez un métier qui est passionnant. Vous êtes interrogé par le monde entier, vous êtes invité à des salons internationaux. Il faut tout simplement être passionné et aimer ce déplacement de flux. Vous avez des gens qui sont du même niveau que vous, qu'ils soient à Hong Kong, en Chine, je sais pas, aux États-Unis. Ils vont vite basculer avec vous dans le WhatsApp pour travailler, contrairement à moi. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de barrière. La seule barrière, c'est qu'il faut vous mettre au travail et apprendre les langues. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Beaucoup de mes secrets sont quelquefois connus, parce que quelquefois, j'ai un interprète. L'anglais commercial est à un certain niveau, donc je fais appel à un interprète. Quand c'est sérieux, surtout quand vous avez l'intention de vous énerver, donc vous ne savez pas comment expliquer les choses. Mais si vous voulez vraiment réussir, maîtriser l'anglais, maîtriser l'espagnol, il faut être trilingue. Et à ce moment-là, je vous dis, il faut être passionné. Dans la plupart des sociétés actuelles, tous ceux qui ont mon âge, ils ont envie de goûter un peu à autre chose. Et il y a de la place qui va se libérer. Mais si vous n'êtes pas passionné, si vous n'avez pas envie de faire des heures supplémentaires quelquefois, un bateau qui arrive un peu en retard, un avion en période de décembre qui arrive tardivement, oui. À Noël, j'avais plein les quais de l'aérogare, il y avait plein de transitaires qui sortaient des produits frais, parce qu'en période de Noël, c'est vrai qu'on nous avons des flux, donc il faut donner un peu de son temps. Et bon, je vous dis, la douane aujourd'hui veut vous dire, vous avez des produits frais qui arrivent à 22h, mais la douane va vous dire qu'il faut attendre demain matin. Vous avez une autorisation de sortir. Donc, il n'y a plus de frein. Il faut tout simplement de la volonté d'être présent et de développer. Et les technologies aujourd'hui sont à votre niveau. Il faut faire l'effort d'intégrer la filière. Et puis, il y a des promotions extraordinaires. Vous avez des déplacements, vous avez des stages. Nous sommes à votre disposition. C'est un métier qui est passionnant.
Je suis tombé dedans accidentellement. Je vais vous avouer, c'était pas du tout mon domaine professionnel. Je suis tombé dedans accidentellement pour redresser une entreprise qui était en difficulté. Bon, mais ça fait maintenant 15 ans. Dieu merci, on tient la route. Heureusement que la dématérialisation est arrivée. ça nous donne un sursis. L'eau va nous donner un nouveau sursis. Mais enfin, le plus beau dans ce métier est à venir. Une question pour Monsieur Dutheil. Nous avons beaucoup parlé des douanes françaises, vu que vous êtes l'un de leurs représentants, mais nous sommes dans la Caraïbe et il y a des douanes dans tous ces États-là. Alors, est-ce qu'il y a un travail qui est effectué avec eux pour pouvoir lisser, enfin pas lisser, mais en tout cas rapprocher les pratiques? Alors, ça tombe bien, la semaine prochaine, je serai à Miami. Donc, on a la conférence douanière intercaraïbe, spécificité régionale. C'est qu'il y a une conférence douanière des pays de la Caraïbe. Ça vous fait l'arc et qui se réunit une fois par an, plusieurs fois par an avec des comités spéciaux. Mais l'assemblée plénière se réunit une fois par an et nous allons élire la semaine prochaine le prochain premier secrétaire permanent plutôt de la conférence douanière intercaraïbe. Ça c'est le premier point. Deuxième point, nous sommes en train de travailler sur un projet de traité donc des douanes de la Caraïbe qui prend en compte deux grands piliers. Le premier pilier qui est un pilier de coopération en termes de formation. On a beaucoup parlé de formation ici, de recrutement, de profil d'agents. Comment adapter à la fois les formations et les profils des entreprises et des administrations. Donc ça, c'est un premier pilier excessivement, enfin très 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 important. Sandra a évoqué tout à l'heure le partenariat avec la Jamaïque. Donc on travaille sur ces sujets-là. Pilier. Le troisième, c'est celui de... Donc je n'en parlerai pas. L'autre pilier, c'est celui de la facilitation. Et donc c'est effectivement, alors ça a l'ambition de développer les échanges dans la Caraïbe, donc de créer de la valeur ajoutée en abaissant les normes ou les niveaux de normes ou en encourageant des procédures adaptées. On a une limite droite, on a une limite gauche. Faut en être très très conscient. Les départements français des Amériques font partie du territoire douanier, ne font pas partie du territoire fiscal puisqu'on a notre propre réglementation fiscale. Mais la réglementation douanière, c'est la réglementation douanière de Bruxelles. De l'Union européenne. Et on ne peut pas déroger à l'application de la réglementation douanière telle qu'elle existe maintenant dans le nouveau code des douanes de l'Union. On peut juste adapter, on est en train de négocier avec la Commission l'application partielle du nouveau code des douanes de l'Union pour Saint-Martin. Parce que Saint-Martin a la particularité d'avoir une partie française et une partie néerlandaise. La partie française est dans l'Union européenne, la partie néerlandaise ne l'est pas. La partie française est une RUP. La partie néerlandaise, c'est l'équivalent de PTOM, donc avec sa propre autonomie, et ça évidemment crée des déséquilibres dans les échanges entre les deux parties de l'île, même si évidemment il n'y a pas de contrôle entre les deux. Donc globalement, l'objectif c'est de dire comment les douanes peuvent participer à ce mouvement de soutien à la compétitivité, d'encouragement des flux au sein de la Caraïbe, en adaptant le mieux possible les procédures. Alors faut pas se raconter d'histoire non plus, et il faut pas se masquer les réalités. Moi, mes collègues directeurs généraux alors plutôt les entreprises qui travaillent dans les autres îles de la Caraïbe disent mais c'est très compliqué de travailler avec vous parce que c'est le problème des normes européennes qui s'appliquent, ou le problème des procédures européennes, et pour nous ça peut être un handicap. Alors il n'y a pas de choses impossibles, c'est l'adage, il n'y a pas de plateforme imprenable, il n'y a que des plateformes mal cernées. Et donc, on arrive toujours à trouver une solution, et ça revient à ce que je disais en premier lieu, qui est de dire, dans le contact avec la relation avec l'opérateur économique ou avec le secteur marchand, c'est vous avez besoin de quoi? Quelle est votre activité? Et dans votre activité, vos marchés cibles ou votre activité principale, quelles sont les contraintes que vous pensez rencontrer en termes de réglementation ou de procédure? Et à partir de là, comment on peut ensemble faire un chemin pour abaisser au maximum ces contraintes, étant entendu que la douane est aussi comptable vis-à-vis de l'Union européenne sur son action. On est audité tous les ans.
Ça fait 2 ans et demi, enfin 2 ans et 3 mois que je suis là. J'ai déjà eu l'inspection générale des finances, 3 fois la Cour des comptes, elle va d'ailleurs revenir, et l'Union européenne qui vient, donc pour contrôler ce que nous faisons. Donc on est la douane, enfin les douanes, de manière générale, sont des administrations comme les administrations financières qui sont extrêmement contrôlées. Ce qui veut dire aussi quelque part, ce qui peut expliquer aussi le fait qu'on n'a pas forcément toute la latitude que nous souhaiterions avoir, parce qu'on est comptable vis-à-vis de nos autorités de tutelle à Bercy, à la Cour des comptes, à l'Inspection générale des finances, à l'OLAF à Bruxelles ou à la Cour des comptes de l'Union européenne. Mais en même temps, on ne s'interdit rien en termes de réflexion sur comment avoir une réflexion en commun sur ce qui serait le mieux pour développer ces échanges. Et c'est le travail que nous faisons à la CDI, on va faire la semaine prochaine, en tout cas à travers des ateliers que nous mènerons tout au long de l'année, pour arriver à encourager ce niveau de coopération. D'autres questions? Bien, il n'y en a plus. Petite question. Allez où? Oui, je voudrais juste savoir si cette digitalisation, donc cette dématérialisation qui prend de plus en plus d'ampleur, c'est la fin du métier de déclarant en douane ou c'est juste on va vers une mutation qui sera complètement différente de ce qu'elle est aujourd'hui? Je dirais que on va vers une évolution. Aujourd'hui, Richard parlait de mer. Bon, si l'octroi de mer disparaît, ce sera simplifié. Non, on va vers une mutation de notre activité. Il y aura une simplification pour les déclarations en douane, mais on sera toujours obligé de déclarer. Les marchandises transitent, les flux sont déplacés, il faut faire des déclarations. Non, ça va continuer. Ce sera peut-être plus compliqué, peut-être. On va peut-être nous trouver d'autres choses, mais non, nous ne sommes pas inquiets. Il n'y a pas d'inquiétude pour nous particulièrement. On va mieux se former, mais non. On voit l'avenir de mon signe. Je peux compléter ce que disait Serge. La dématérialisation, c'est seulement une facilitation d'écriture. Tout à l'heure, monsieur le directeur disait qu'on peut aller directement à la douane, il a raison, mais il y a des codes pour la douane, etc. Et en fonction du code que l'on prend pour un produit dont le nom est un nom commun, si vous l'appelez avec son synonyme, vous aurez une taxe de moins à payer. Et donc ça, les transitaires, ils savent le faire. Et ça veut dire que avec le même travail, le même produit qui vient, vous donnez la bonne information à votre expéditeur pour qu'il mette le bon mot. Et ce bon mot vous permettra de payer moins de taxes. La taxe étant quelque chose qui détruit la capacité commerciale. Ensuite, vous avez aussi, pour Philippe, il a posé la question des crédits. Alors, le commerce international travaille avec ce qu'on appelle les crédocs, les crédits documentaires. C'est-à-dire que quand vous avez une vraie banque, quelque chose qui manque aussi chez nous, la banque en question vous garantit le paiement. C'est-à-dire que, quand vous avez un grand compte, elle ne débite pas votre compte. Mais quand vous êtes une TPE, vous avez 5 000 euros de commande, on débite votre compte de 5 000 euros et on garantit votre fournisseur que les 5 000 euros seront donnés. Mais votre compte est déjà débité, la marchandise n'est pas encore partie. Et vous allez travailler pour une collectivité, vous allez payer vos salaires, la collectivité va vous payer 3 ou 4 mois après, et la banque va vous donner des agios quand elle accepte de vous donner une autorisation de découvert ou de vous faire un DAI. Donc voilà, le DAI, je ne sais pas pour les jeunes, les DAI, ça veut dire que la banque prend comme garantie le marché public que vous avez pour 80%, prend ses intérêts là-dessus et vous paye, et vous remboursez quand vous avez été payé. Alors, il faut savoir que les délais de paiement des collectivités en Martinique se baladent entre légalement 30 jours sur les marchés publics, réellement entre 3 mois et 1 an. Deuxième petite leçon de Richard, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Alors, une dernière question, de manière à ce que nous puissions passer aux réjouissances, vu que je crois qu'il y a un petit prix qui est décerné. Absolument. Allez, une dernière pour la route. Comment ça, y a rien, les jeunes, là, vous avez tout compris, c'est bon? Ah, merci, mademoiselle, les femmes de demain, ça. Bonsoir à vous. Donc, en fait, je viens d'apprendre qu'il y a beaucoup, je constate qu'il y a beaucoup d'entreprises de logistique et de transport en Martinique. Et étant jeune, étant étudiante, je ne savais pas qu'il y en avait autant. Donc, j'aurais aimé, si possible, que vous essayiez de mettre un moyen afin qu'on puisse savoir
les offres d'emploi que vous proposez, parce que nous faisons des études, certes, mais on a aussi la possibilité de rester ici, au lieu de partir faire des études d'ailleurs, et d'avoir une carrière ici chez nous, et d'aider des entreprises locales à évoluer. Et donc, si possible, est-ce que ce serait bien de mettre en place un moyen afin qu'on puisse être au courant des entreprises qui sont en recrutement et quel poste qu'elles proposent, voilà. Je pense que je vais et pour Sandra. Au niveau du cluster, on va essayer de mettre cette information en ligne. Mais enfin, il faut savoir qu'en Martinique, nous importons 95% de marchandises. Forcément, tous les importateurs et les revendeurs ont, pour les grandes entreprises ou les petites, au moins un ou plusieurs personnes dédiées à cette activité logistique. Et vous avez du cariste en passant par le préparateur de commandes, en passant par les directeurs d'entrepôt, tout. Donc tous ces postes-là existent. En plus, si vous voulez, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont sollicitées pour réexporter ou faire ce qu'on pourrait appeler du transit sur le sol martiniquais en faisant transiter des marchandises sans acquitter des lois et taxes pour les renvoyer sur d'autres destinations dans la Caraïbe ou en Amérique du Sud. Donc, si vous voulez, tous ces postes sont pourvus, mais nous sommes quelquefois en pénurie de postes. Mais enfin, je vais vous dire encore une fois, il y a de la place que pour les gens passionnés et motivés. Celui qui vient le matin et puis il faut qu'il aille prendre son petit déjeuner, qui répond à ses WhatsApp, je sais pas moi, qui n'est pas intéressé, qui fait ça pour travailler, ça n'a pas de sens. Les passionnés, les gens volontaires, j'en parlais avec Madame Corbin, il y a un stagiaire qui a fait du DUT qui est, je sais pas, peut-être déjà une dizaine d'années, un peu moins, qui est passé chez nous, il revenait du campus. Je l'ai surpris à plusieurs fois en train de faire des choses un peu tellement professionnelles que pour moi c'était des choses bizarres pour son jeune âge. C'était comme nettoyer l'entrepôt, déplacer du matériel. Enfin, il s'en occupait. Je comprends maintenant pourquoi ils me disent qu'ils ont le casse-tête et qu'ils peuvent le conduire. Parce que je me disais, c'est quoi son histoire là? Ils sont au campus, ils me disent que j'ai mon casse-tête. Bon, je faisais pas attention, mais maintenant je comprends. Mais effectivement, ce jeune aujourd'hui, il a fait son parcours. Il était passionné. Je sais qu'aux dernières nouvelles, il était ingénieur en logistique dans le groupe Casino, même Corbin m'a donné des formations. Je l'ai appelé il y a un an, je l'ai appelé. Je vous ai appelé après pour savoir qu'est-ce qu'il faisait parce qu'on avait un projet. Il y a des projets qui sont des projets mixtes caribéens. Nous sommes interrogés par la Caraïbe, notamment par Caocedo et par Kingston. Donc, nous sommes prêts à mettre des échanges. Il y a des postes à pourvoir. Vous êtes correctement formés. Il faut aussi une deuxième chose, c'est qu'il faut peut-être vouloir aller voir à l'étranger. Les postes, Caocedo recrute, Kingston recrute, tous ces ports qui sont arrivés. Alors, si vous voulez, il y a aussi une question qui est très importante, c'est que la prédominance américaine avec tout ce qui concerne la sûreté, sécurité, a pris un pas. C'est aussi un nouveau métier. Aujourd'hui, quand nous devons faire une exportation où ça risque de transiter dans les eaux américaines, c'est un casse-tête pour remplir des tonnes de documents en anglais pour des questions de sûreté et de sécurité. Donc, il y a de nouveaux postes. On va se charger, à mon avis, au niveau du cluster de médecins en ligne. Oui, il y a des postes, mais à tous les niveaux, dans toutes les entreprises. Alors, je voudrais quand même juste préciser que il y a des fois des activités en trompe-l'œil, c'est-à-dire qu'il y a des enseignes différentes, et puis quand on passe derrière, c'est le même groupe qui possède tout ça. Donc, par exemple, Bolloré Logistique, n'est-ce pas? Bon, donc voilà, par exemple Bolloré Logistique avec plein de trucs rachetés, parce que en fait, il y a un mouvement très fort. Et là, peut-être que nous sommes derrière, en fait, devant, voilà, un résistant. Mais il y a de moins en moins d'entreprises de logistique indépendantes, localement. Il y a eu des mouvements de rachat et de concentration très forts il y a à peu près 4-5 ans. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, d'une part, les indépendants, il n'y en a plus beaucoup. Donc, c'est souvent les grands groupes, Bolloré Logistique, Sifa, Tempo One, etc. Et puis, on voit arriver dans nos régions, preuve de l'intérêt de ce qui se passe, des groupes qui prennent des positions, qui viennent racheter, qui n'étaient pas là du tout avant, qui étaient dans d'autres parties du monde. Et comme ils voient qu'il y a des flux qui sont en train d'augmenter dans nos régions, c'est vrai qu'on
on ne mesure pas encore exactement l'effet de l'agrandissement du canal du Panama, donc qui s'est produit il y a à peu près 2 ans. Donc voilà, j'ai déjà posé plusieurs fois la question, on ne me dit pas très concrètement que oui, il y a une augmentation des flux, mais en tout cas, on constate qu'il y a des opérateurs qui n'étaient pas du tout dans la zone qui prennent des positions. Donc, il ne faut pas hésiter de rechercher, taper logistique sur un moteur de recherche très connu, Martinique ou Guadeloupe ou Guyane, et de regarder ce qui se passe. Il y a des mouvements très importants en ce moment. Et c'est par ici que ça se passe. Ce n'est plus dans le canal de Suez. Quoi qu'ils disent. Pardon? C'est par ici, du fait du canal du Panama, c'est par ici que ça se passe. Ce n'est plus moins, même s'ils ont agrandi aussi rapidement et avec renfort de dollars, c'est moins par le canal de Suez qui est devenu moins sécuritaire, etc., etc. Donc il y a vraiment, on voit, hein, quand on voit CMA-CGM qui est maintenant à la Jamaïque, hein, et qui disent qu'ils sont très volontaristes. Donc c'est par chez nous que ça se passe. Il faut regarder les grandes entreprises qui prennent des positions. Et puis regarder, être curieux, aller régulièrement taper sur les moteurs de recherche, regarder dans les salons professionnels qui sont les partenaires, etc. Parce que c'est comme ça qu'on repère. Et puis après on voit, tiens, monsieur a désormais une antenne en Martinique. C'est vrai que c'est très difficile de trouver des bateaux et des avions. C'est un périple pour se déplacer dans la Caraïbe. Sauf que si nous mettons en place la volonté de voir nous déplacer plus régulièrement, plus souvent, et d'apporter des flux aux compagnies maritimes, on devrait, ce que s'attelle d'ailleurs le cluster, à écouter, à échanger et à faire des propositions. Mais nous avons une obligation de trouver des solutions pour nos entreprises martiniquaises parce que les gens sont demandeurs. Nous avons des produits européens, antillais, qui arrivent sur le territoire italien et qui redescendent sur les îles de la Caraïbe dans des niches comme Saint-Barth ou comme des niches où il y a des gens qui sont installés qui ont les moyens financiers. Donc, certains produits sont recherchés. Aujourd'hui, ils vont poser la question, ils vont vouloir trouver des solutions. Donc, nous avons un marché à conquérir. Faut accepter. Ce sera 10 tonnes. 10 tonnes, c'est 10 tonnes. Ça va passer à 20 tonnes. Mais il faut pas croire, il faut pas être défaitiste. Nous avons des opportunités dans la Caraïbe. En tout cas, merci beaucoup. On peut remercier et applaudir nos intervenants. Monsieur Dutheil, le directeur interrégional des douanes Antilles-Guyane, Monsieur Langoz de Transmadom, Monsieur Rosemain, CERTA, mais j'ai compris surtout CPME, et puis Philippe Négoué de la FTPE. Merci infiniment.